Nous sommes au nord du Togo. À 200 km à peine, le Sahel marque la frontière cruelle entre l'exubérance des forêts tropicales et le sable du désert saharien. Ici, d'antiques volcans ont laissé le relief et la pierre en héritage. Au-delà de ces versants rocailleux, une société humaine s'est établie. Ce paysage est celui du pays des Kabyles. Ce relief et ces pierres, ils vivent avec. Depuis des siècles, ils accompagnent et ont façonné un mode de vie singulier qui rend ce peuple un peu unique en Afrique. Une des étymologies du nom Kabylie signifierait « ceux qui entassent les pierres ». Et elle fait référence à la technique qu'ils ont employée pour dompter les pentes et pratiquer l'agriculture. Certains récits mythiques racontent qu'autrefois, ces massifs étaient recouverts de forêts, mais l'augmentation de la population a accru les besoins en bois et obligé les hommes à défricher pour pratiquer l'agriculture. Pour retenir la terre et empêcher l'érosion, les Kabyles ont reproduit ce que le génie humain a conçu il y a quelques milliers d'années et ils se sont servis des pierres pour aménager des terrasses. Oui, les gens de la montagne, dans les cailloux, c'est nous. C'est pour arranger que l'eau ne peut pas se passer ici. Surtout c'est pour empêcher que l'eau n'emporte pas la terre. C'est la culture terrasse. C'est ce que nous les montagneux nous faisons, nous réussissons à trouver à manger. Avant c'est le sorgho, le petit mil qu'on travaillait pour nourrir les enfants. Maintenant, compte tenu de l'école, il n'y a pas de gens pour garder les oiseaux qui rongent les petits milles et on fait le maïs de 3 mois. Chez les Kabyles, il ne semble y avoir nulle trace dans les mémoires d'un souvenir faisant provenir les lointains ancêtres d'une autre terre. Mais ces massifs ont sans doute constitué un refuge contre les razzieurs Bariba, venus de l'Est, pour pratiquer la traite des esclaves au XVIe et XVIIe siècle, et qui voyaient dans les peuples qu'ils rencontraient dans cette région des proies faciles, car sans chef ni structure de défense organisée. La densité de la population des montagnes a obligé une partie des Kabyles à s'installer dans la plaine, mais c'est bien le mode de vie des reliefs qui rythme encore les coutumes et les croyances. Un arbre sacré a été accidentellement abattu par un feu de brousse. Il fournit une quantité de bois providentielle, et les femmes du village de Farendé, situé dans le massif nord du pays Kabylie, se sont jointes à celles d'en bas pour en tirer profit. On n'aurait pas eu le droit d'y toucher à un autre moment, mais une cérémonie qui doit se dérouler plus tard dans la journée les y autorise exceptionnellement. Les colonisateurs allemands et français qui se sont succédés au Togo au début du XXe siècle ont été impressionnés par l'ardeur des Kabyles au travail, au point de contraindre une partie d'entre eux à quitter leur montagne pour participer à la construction de routes et de chemins de fer plus au sud. Ils ont donné l'impulsion à des mouvements migratoires qui subsistent encore aujourd'hui. Mais les traditions perdurent dans les montagnes. Et même s'ils vivent ailleurs, les Kabyles retournent régulièrement dans leur village d'origine pour participer aux funérailles ou à d'autres rituels. Dans la montagne où l'arrivée de l'énergie tarde un peu, l'architecture des maisons a intégré des éléments de modernité. Mais les murs des différentes cases dont la maison est constituée restent en terre.
Certaines sont de petits greniers destinés au stockage des récoltes accomplies à la fin de la saison des pluies. Si les Kabylés ont choisi de s'installer dans leurs montagnes, c'est sans doute en partie parce que la terre, issue de roches volcaniques, y est plus fertile et profonde que dans la plaine alentour. Elle retient mieux les eaux de pluie. Ils ont su y développer une culture intensive adaptée à leur milieu. Parmi les différentes céréales que l'on produit ici, le sorgho est particulièrement important car il sert de base à la préparation de la bière qui accompagne toutes les cérémonies. Essoam est une jeune mère. Elle est née dans la montagne qui, jusqu'à ce jour, est parvenue à conserver une population plutôt jeune malgré l'attrait de la ville. Quelques jours plus tôt, elle a été chargée de préparer la bière destinée à Léla, l'une des plus importantes cérémonies de la saison sèche. Certains ancêtres mythiques devront assurer au village d'avoir du gibier et des récoltes abondantes toute l'année. Mamba Fei a une autre mission. Le peuple kabylé a un recours obligatoire au travail communautaire et chaque membre travaille indifféremment pour lui-même ou pour les autres. Cette pratique garantit toute la main-d'œuvre nécessaire à l'accomplissement de n'importe quel chantier. Pour l'heure, le jeune homme doit couper la paille avec laquelle un de ses voisins compte remplacer le toit d'une cuisine. Cette matière première est précieuse. Elle est devenue rare, car les terrains où elle poussait en abondance autrefois sont maintenant habités et cultivés. Dans la montagne des Kabylés, quelques moulins à grains, alimentés à l'essence, se sont multipliés pour soulager le travail des femmes. Mais leur éloignement en dissuade un certain nombre et contraint Essoam à recourir aux pilons de ses grands-mères pour obtenir la farine du sorgho germé. En plus des produits des champs, les arbres fruitiers fournissent d'importantes ressources alimentaires. La poudre extraite du fruit de baobab en est une essentielle, car elle remplace avantageusement le sucre, que son coût rend peu accessible à la plupart des familles. Grâce à tout ce que fournit la montagne, on s'approche de l'autosuffisance alimentaire. Chilalo vit dans l'une des dizaines de maisons éparpillées et cachées dans la montagne, entourée de champs familiaux. Si les céréales, tubercules et légumineuses sont produits avant tout pour la famille, l'excédent part sur le marché de Farendé pour y être vendu et permettre d'acquérir les biens essentiels que la montagne n'offre pas. Les femmes doivent alors parcourir les quelques kilomètres qui les séparent de ce lieu primordial de commerce et d'échange.
pierre, les Kabylés en ont éprouvé tous les usages. Leurs lointains ancêtres venus du ciel ont appris la pratique de la forge auprès de génies. C'est mystique. La forge est mystique. Par un génie, il a découvert ça mystiquement. Il s'appelle Koulou Kiese. Koulou, le forgeron. Bon, Koulou Kiese. Moi, on m'appelle Koulou. Lui, il n'a pas voulu que son nom disparaisse. Voilà. Donc, c'est Koulou Kiese qui a découvert ça. Et il y avait le lieu où il a découvert ça. À chaque année, on s'en va faire des sacrifices là-bas. Le fer est battu avec les pierres que Koulou et ses fils vont chercher dans la montagne. Son père en faisait de même, et le père de son père, et tous ceux qui l'ont précédé. Mais ici, là, on n'a rien amené de l'Europe. Les cailloux sont d'ici, tout est traditionnel. Voilà, c'est la différence. Le fer qu'il utilisait, ce n'était pas le fer que vous voyez là. C'était le fer de Bangéli, le fer brut. Voilà, donc c'est les gastards, parce que Bangéli, d'ici Bangéli, c'est au-delà de 100 km. Donc, mais aller à pied, charger un poids, quelque chose de 50 kg, ramener ici, c'est pas n'importe qui. Donc il fallait des femmes, comment l'appelle-t-on, des femmes robustes, des garçons gaillards, sont eux qui pouvaient aller là-bas, ramener le fer, et tel que je vous l'avais montré, on l'amène à l'état brut. Comme c'est plat là, tu tapes seulement, ça ne peut pas nous arranger. Sinon, on a les marteaux pour couper le fer et autre chose. Mais pour travailler ici, là, c'est le caillou. Dans tout le marché, celui qui prend la houle, il sait que la houle, elle m'appartient. C'est moi qui l'ai forgée. Comme ça. Et Soham a passé sa journée à préparer et faire cuire la farine de sorgho germée. La bière sera bonne. Chilahalo achève un parcours qu'elle connaît bien pour l'accomplir régulièrement depuis qu'elle est enfant. Seul le poids de sa charge a augmenté avec les années. Sur le marché de Farende, qui est très réputé, les Kabylés côtoient les autres ethnies de la région. Les Naoudba, les Lamba, les Kotokoli et quelques Peuls descendus du Sahel avec leurs bêtes pour échapper à la grande sécheresse et au désert qui avance. La bière de sorgho a décanté et peut être passée. Après une journée de fermentation, une seconde cuisson sera nécessaire avant qu'elle puisse remplir joyeusement les calebasses. La montagne des Kabylés n'est pas faite que de terrasses que l'on cultive. Là où des bouquets d'arbres ont été préservés,
Cela signifie que le site est sacré et qu'il accueille certains rituels. Chez la plupart des sociétés africaines où il existe des bois sacrés, ces espaces sont préservés en permanence, mais chez les Kabyles, certains d'entre eux doivent être brûlés à la demande même des divinités qui les habitent. Elles veulent qu'on leur rase la tête. Oui, on appelle la cérémonie de l'enlacer. C'est pour que à toute personne du clan doit aller sous son arbre pour demander la bénédiction de la nouvelle année. Il y a d'autres arbres qu'on va demander, par exemple, nous à Tcharada, on va demander la bénédiction de l'aliment que les enfants mangent, ils n'ont qu'à se ressassier vite. Et puis demander aussi que la pluie arrive très vite pour que la faim ne nous frappe pas. Voilà. Par exemple, nous, à Tcharada, on demande à l'arbre que l'année prochaine, il faut qu'il ait plus abondamment. Il faut la réussite. Quand on travaille le sorgho, le maïs, le haricot, il faut que la production soit abondante à tout le monde pour que la faim ne nous ravage pas. Les arbres sont le siège de l'esprit des ancêtres mythiques qui font le lien entre le ciel et la terre. Alors que la saison sèche est déjà bien entamée, il leur est demandé de veiller à ce que la chasse soit abondante. Les jeunes à Sakba vont à la chasse avec des vieux, les massues, les arcs, les flèches. Dans l'air carquois, ils vont affronter les libiers. Et quand ils reviennent de la chasse, les vieux sont contents en chantant que leurs jeunes ont tué des chipiers. Dans ce clan de Farendé, la cérémonie implique de reproduire une chasse grandeur nature. On commence par allumer le feu dans un bois sacré abritant une divinité de la chasse et on le laisse se répandre au-delà. Jouer cette scène sur le site sacré favorisera la réussite des futures chasses organisées sur des terres éloignées. Des sacrifices de poulets sont adressés à la divinité de la chasse afin qu'hommes, femmes et enfants partagent avec elle un même repas. Les femmes, qui ce matin faisaient une provision de bois, confectionnent la pâte de maïs avec la farine que tous les lignages participants ont mise en commun. On fait la prière pour que nos ancêtres, anciens parents nous donnent la force, l'intelligence. Et aussi nous donner la chance d'aller à la chasse. Quand nous allons à la chasse, il faut qu'on revienne avec des chipiers. Et là, nos parents aussi seront contents que leurs fils sont partis à la chasse, ils sont revenus avec les chipiers. La spatule qui a servi à la préparer est à présent soigneusement enduite de pâte. Elle symbolise que la nourriture, grâce aux ancêtres, doit être abondante et qu'on n'aura jamais besoin de racler les spatules. Chila à l'eau et rajoute de l'huile rouge qui est toujours appréciée par les divinités. L'un des hommes chargés de la communication avec l'arbre ancêtre la dépose soigneusement entre ses branches. Tout le clan, présent et passé, partage ainsi l'opulence du moment.
Lorsque le vieux prêtre prend la parole, il invoque Konto, la divinité du lieu, et les ancêtres mythiques qui ont quitté Farendé pour s'installer sur d'autres terres. Il leur demande de ramener la pluie assez vite pour que les cultures prospèrent et que la famine ne touche personne. Les Kabylés s'occupent de leur site sacré dans le respect de règles édictées, disent-ils, par les divinités elles-mêmes. Chaque maison possède son arbre au pied duquel ont été disposées des pierres sur lesquelles chacun peut venir se reposer aux heures les plus chaudes de la journée. Abingwin profite de la compagnie de son voisin et ami Tingdek Pandey pendant qu'il tresse consciencieusement une très longue corde qui servira à lier la paille que l'on utilisera bientôt dans la réfection d'un toit. C'est Wedabalo qui a mobilisé tout le voisinage pour lui venir en aide. Il vivait seul avec son père disparu il y a quelque temps et il a désormais en tête de trouver une épouse, ce qui est plus facile si l'on possède une maison en parfait état. Chez les Kabylés, très longtemps, la plupart des mariages se concluaient entre hommes et femmes d'une même localité, qu'ils désignent par le mot terre ou territoire. Ainsi, pas de risque de conflit entre familles et la culture se perpétuait. Mais aujourd'hui, on se déplace plus facilement et on se marie souvent loin de chez soi. D'une de ces récentes unions pratiquées à Farendé sont nés 2 enfants jumeaux dans une maison voisine. La naissance de jumeaux, et plus encore de jumeaux mixtes filles-garçons, est ce qu'il peut arriver de mieux, car ils apportent la prospérité dans un foyer, à condition qu'on leur offre régulièrement des sacrifices, sans quoi ils peuvent au contraire porter malheur à leurs parents et tomber régulièrement malades. Les jumeaux sont considérés comme des aléois, des génies de brousse, qui pourraient, dans le pire des cas, repartir dans le monde invisible si on ne leur fournit pas les animaux sacrificiels qu'ils demandent. Cela signifierait la mort des enfants. Le devin, qui a hérité du nom de charlatan autrefois donné par les colons européens, doit alors intervenir. Le devin va incorporer les esprits des jumeaux qui vont exprimer sévèrement leurs reproches et leurs désirs à leurs parents.
caché sous une natte et possédé d'abord par les ancêtres qui ont contribué à la conception des jumeaux, le devin égrène une longue liste de souhaits qu'il faudra exaucer et au prix desquels la famille peut espérer la chance et la prospérité. L'organisation agricole des Kabylés est éprouvée de longue date. Les abords immédiats de la maison et les champs qui les occupent sont consacrés aux productions de première nécessité. C'est là que poussent les arbres fruitiers, quelques espèces de palmiers servant à la production d'huile, les plantes et les herbes entrant dans la composition des sauces, le tabac, le piment et bien sûr le baobab. La saison sèche peut durer jusqu'à 7 longs mois, durant lesquels tout ce qui a été stocké prend une grande valeur. Elle est également le moment où l'on repique les tubercules d'igname qui font partie des ressources alimentaires les plus importantes. Les ignames ont besoin de sols plutôt profonds pour se développer et on crée pour ceci des buttes de terre qui autorisent d'autres cultures en association, comme les courges. Menteniwe a récemment épousé l'un des fils de Tindek Pandey, avec qui elle a eu un enfant il y a peu. Son entrée dans la maison s'est faite naturellement. La jeune femme a intégré les travaux des champs et sait se faire apprécier. La réduction progressive de l'élevage a diminué les quantités de fumier disponibles, mais les Kabylés s'adaptent et savent cultiver sur les terres les plus pauvres les plantes les moins exigeantes, comme le soja, le haricot ou les patates douces. Ils peuvent aussi compter sur le soutien des divinités. La communication avec elles frôle parfois l'enchantement, comme lorsque les enfants doivent faire chanter les pierres. La façon d'en jouer et l'emploi de pierres soigneusement choisies dans la montagne est une caractéristique unique du peuple kabylé, un des moyens par lesquels ils mettent en cohésion leur environnement et le rapport au divin. Le lithophone est plusieurs fois millénaire. Il est peut-être le premier instrument de musique qui a permis aux hommes de s'adresser au ciel. Son apprentissage se fait dès le jeune âge et les enfants sont les joueurs les plus assidus. Ils ne peuvent pourtant pratiquer qu'1 mois dans l'année car le son produit est censé faire sortir la mort.
C'est la petite Mambi Siwe qui fait office de professeur auprès des enfants du voisinage. Les plus jeunes font ainsi perdurer cette tradition parce qu'elle est pour eux une distraction. Mais ils connaissent aussi les interdits qui lui sont liés et les risques de voir la pluie tarder à revenir si on ne les respecte pas. Wedabalo a réquisitionné quelques voisins et parents pour refaire son toit. C'était convenu et presque une obligation. Le maintien en état d'une maison, un mariage et la venue de nouveaux enfants est l'affaire de tous dans la montagne. Le bois étant devenu une denrée précieuse, les hommes conservent toutes les pièces de charpente encore en état. Sur le mur de la case, des crânes d'animaux témoignent de pratiques sacrificielles qui garantissent la protection des habitants de la maison. C'est sur une pierre, bien sûr, que Chilalo écrase les arachides qui servent de base à sa sauce. Ces enfants l'aident aussi à la préparation du repas lorsqu'ils ne sont pas à l'école. L'école, ce fut une conquête sur les flancs du pays kabylé. L'assurance, comme la recherchent toutes les zones rurales du monde, qu'il existe un avenir et que l'exode ne s'y impose pas. La dernière étape de la réfection du toit de Wedabalo est en route. Si la tôle ondulée tend à se généraliser, les constructions rondes des greniers ou des cuisines restent la plupart du temps couvertes de paille, ce qui permet de conserver une meilleure fraîcheur. Lorsque le toit est terminé, les hommes attachent une vieille marmite à son sommet. Elle le protégera des assauts du vent et de la pluie.
le vieux Wella est mort il y a 3 nuits. Son corps a été enterré ce matin, mais son esprit est toujours ici. On procède maintenant à ses secondes funérailles, qui consistent d'abord à le danser pour que son âme rejoigne le monde de l'origine, situé au ciel. On va rejouer son enterrement à l'aide d'une branche d'arbre qui va tenir lieu de substitut du mort. Les tambours sont arrivés de l'autre côté de la montagne. La femme d'un de ses fils a revêtu l'habit qu'il aimait porter pour les cérémonies. Elle a chaussé sa tête de son calot et brandi sa canne. Elle va imiter ses gestes, la façon qu'il avait de marcher et danser sans relâche comme il le faisait lorsqu'il était jeune. Être présent est une obligation, et enfreindre les règles d'enterrement du défunt porte atteinte à l'intégrité de la terre. Rompre cet interdit serait cause de malheur. Le sol sera stérile, une sécheresse ou une épidémie pourront sévir, et la transgression de la règle aura pour effet de gâter la terre du lieu où elle a été commise. La veuve de Wella reste enfermée. Et d'autres femmes manifestent leur chagrin. Sur la claie dans laquelle on a transporté son corps, repose à présent la branche à laquelle il est identifié. Ekpo projette du talc pour honorer le défunt. Les hommes de sa famille vont se relayer pour porter la claie sans cesser de danser. Le cortège se dirige ensuite vers les bois sacrés du clan. Selon les uns, le défunt craint d'être seul dans la mort et il a quitté ce monde en emmenant avec lui les âmes d'autres membres de sa famille que seuls ceux qui possèdent le don de voir l'invisible peuvent identifier. Il faut aller chercher ces âmes pour éviter que ces personnes ne meurent à leur tour. Pour d'autres, l'âme du mort se retrouve dispersée sous la forme d'araignées qu'il faut capturer. Et le passage par ces bois sacrés aide le défunt à parvenir au ciel. Et c'est avec l'arbre qu'on parle aux ancêtres. C'est-à-dire, l'arbre a une puissance. Quand on parle, c'est la puissance qui se trouve dans l'arbre là, qui transmet la parole aux ancêtres, et les ancêtres les envoient au Seigneur, et nous avons la bénédiction. Le cortège arrive dans le bois sacré, et la claie transportant l'esprit de Wella est déposée au pied de l'arbre ancêtre. C'est ici que les âmes dérobées vont tenter de s'enfuir. Et l'un des clairvoyants les ramasse une par une pour les enfermer dans un pot. Elles pourront ainsi être ramenées à la maison
qui ne déplorera aucune mort supplémentaire. L'arbre représente maintenant, c'est un fétiche. Bon, c'est l'arbre-là que l'homme prie, il demande la bénédiction. Et c'est l'arbre-là qui va transmettre sa bénédiction au Seigneur. La saison sèche, qui libère les cabillés des contraintes de leur champ, est propice à la réfection des maisons qui se transmettent de génération en génération. Les plus anciennes ont fini par ne plus avoir d'âge. Aujourd'hui, les femmes de Farendé sont mobilisées par une des leurs qui a souhaité remettre en état 2 pièces en ruine. Chez les Kabylés, le mot maison désigne à la fois une habitation et les membres du clan qui l'occupent. Elles sont moins occupées que par le passé, car les 2 tiers des Kabylés vivent désormais plus au sud, partis en quête de terre ou d'un travail rémunéré. Toutefois, le lien n'est pas rompu. Ils retournent régulièrement dans leur village, car la résolution de leurs problèmes nécessite de faire appel aux divinités, qu'elles soient des arbres ou des génies de rivière. Le chantier du jour consiste à refaire le sol et les murs de 2 pièces afin que la maison puisse accueillir les jeunes qui vont revenir pour participer à certaines cérémonies. Il faut qu'ils aient un toit où dormir sur leur terre ancestrale. Être hébergé chez les voisins n'est pas dans les mœurs. Les pierres, là encore, constituent les outils de base. Après s'être concerté et réparti le travail, une partie des femmes se consacrera au mur et l'autre au damage du sol. La décision est prise de le faire en chantant. Les paroles de ces chants, en plus de les encourager, mettent en garde les plus jeunes contre la tentation de la chair qui fait courir le risque d'enfants non désirés.
L'harmattan s'est à présent établi pour quelques longues semaines. Il s'est chargé de la poussière du Sahel depuis lequel il souffle, rendant les nuits froides et desséchant la peau. Le vieux prêtre Piweda travaille seul aujourd'hui dans son champ. La terre de Piweda occupe le territoire qui abrite un des lieux les plus sacrés du peuple kabylé, le site sur lequel s'installèrent le premier homme et la première femme, après qu'ils furent descendus du ciel et eurent erré dans la plaine à la recherche d'un lieu où s'établir. Effrayés par les cris d'un hibou qui les alertait, leurs pas les conduisirent jusqu'ici. S'il est autorisé à cultiver non loin du bois sacré, le faire plus près est interdit, car creuser trop profondément dans ce sol risquerait d'ouvrir le trou de la mort et faire augmenter le nombre de décès. L'organisation sociale et les croyances des Kabylés perdurent, malgré l'influence toujours plus forte de l'Église dans la région. L'imaginaire puissant à partir duquel s'est constituée la réalité sociale de ce peuple dicte toujours une part importante de la vie et des pratiques de ses membres, car il a su répondre à presque toutes leurs questions. 할거나 보다는 뭐하고 애들 몸 지나가고 바닥에 인하로 만들 왜서 바닥을 노르는 바닥을 아자라나들 몸 지나가고 나한테 잡드나 필요하나들 나한테 내가 하나 돌아온데 또선 좀 서로 내 집에나도 그러나 아구지 나한테 과거 나등나 디니로 거기는 몸도 나바나나 이제로도 내가 자자름 해안도 지라를 듣고 하지 나름도 우리가 듣고 그래게 되나 나름라 아 이부터 듣고 일단 나름 지나 스다 스소 먹어 봐서 그러 여기 nó tụi lum tum tụi trai ca can thì rõ được nào chết nó lắm thì gia đình tôi là gì cái lắm lại tiêu con luôn nó to nan to nó chơi luôn là tôi biết nè Le premier homme kabylé et sa femme n'ont sans doute pas choisi par hasard de s'abriter dans des forêts auxquelles ils ont fini par être identifiés. Les arbres, ces êtres tout-puissants qu'un œil étranger perçoit comme un simple morceau de nature, sont ici devenus sacrés, des points de passage entre le ciel et la terre, le monde de tous les possibles et celui des contraintes humaines. Ils sont la représentation de la puissance divine et le respect qu'ils exigent garantit le bonheur et la prospérité. Un statut à méditer dans bien d'autres endroits du monde.